C'est extraordinaire, la transition est tout de suite toute trouvée. Alors Ségolène Royal, qu'est-ce qu'on fait? Chers amis, une fois de plus, nous avons démontré, grâce à vous, à Désir d'avenir, à quel point la qualité, la densité humaine de celles et ceux qui acceptent de venir débattre dans nos universités populaires démontre à la fois le potentiel, la richesse, la diversité. Et sur un sujet comme l'école, nous avons eu là une extraordinaire démonstration, finalement, à cette représentation globale de la communauté éducative, puisque nous avons à la fois les parents d'élèves, les enseignants, les élèves, les chercheurs, les responsables syndicaux, qui sont là, ici rassemblés, les responsables politiques, comme Jacques et Bruno. Et nous avons là la démonstration de ce que l'un de vous disait tout à l'heure, que la mutation, la transformation de l'école, je n'utilise pas à dessein le mot de réforme, parce que le mot de réforme a tellement fatigué des générations et des générations, je me vois acquiescer à ce que je dis. C'est vrai que le défi que nous avons, c'est de transformer cette école. Et en vous écoutant, je me dis que, en effet, la démarche qui consiste à rassembler les savoir-faire, à les écouter, à prendre la densité des difficultés, mais aussi des espérances, et surtout de la formidable motivation qui nous a rassemblés, qui était finalement le fil rouge, le point commun de l'ensemble de ces interventions, faire en sorte que tous les élèves de la nation puissent à la fois réussir et être heureux dans l'école de la République, dans l'école laïque et républicaine, que cette utopie était réalisable. Et vous pouvez compter sur moi et sur tous ceux qui sont là. Je vais citer les responsables politiques, en particulier Jacques, qui a été un extraordinaire ministre de l'Éducation nationale. Je crois que le fait qu'il était à la fois un excellent ministre de la Culture et un excellent ministre de l'Éducation nationale, l'un et l'autre, l'une et l'autre de ces passions se répondaient, et en effet, c'est celui qui a mis dans l'école cette dimension culturelle irremplaçable, indispensable, qui est d'ailleurs un des éléments clés de la lutte contre les inégalités liées à la naissance et liées au milieu familial. À Bruno, à quel point le volet éducation du projet socialiste qui est en gestation a été d'ailleurs souligné par tous comme le meilleur volet du projet socialiste, à la fois sans concession sur le constat, courageux dans ses propositions, et je le remercie d'être là, c'est-à-dire de prouver qu'il continue à réfléchir et à travailler pour que le projet définitif que nous porterons ensemble lors de l'élection présidentielle mette bien, comme je l'ai déjà dit, je le redis ici devant vous, mette bien l'éducation au cœur de tout, l'éducation, encore l'éducation, toujours l'éducation. On le sait, c'est cela qui sera le fondement du progrès social que nous porterons ensemble très prochainement. Très complet dans l'ensemble des propositions à la fois globales et techniques que nous pouvons faire, mais je retiendrai du débat qui vient d'avoir lieu à l'instant peut-être trois grandes actions, trois grandes priorités de ce qui me semble avoir été entendu, de ce qui correspond aussi à l'expérience que j'ai pu avoir en tant que ministre de l'enseignement scolaire, du travail que je fais actuellement à la tête d'une région qui, vous savez, investit énormément pour, par exemple, l'activité
culturel dans les lycées, puisque nous avons même créé un nouveau métier d'animateur culturel dans les lycées. Nous faisons du budget participatif auprès des lycéens. Bref, cette diversité des expériences et des cours que je vous ai portés à l'instant me conduisent à définir 3 grandes réformes prioritaires. D'abord, la première, et j'en avais déjà parlé au cours de la campagne présidentielle précédente, on voit bien que ce qui creuse les inégalités, c'est ce qui fait que certaines familles ont les moyens financiers d'apporter un soutien individualisé à leurs enfants lorsqu'ils décrochent ou lorsqu'ils ont des difficultés, et d'autres qui ne le peuvent pas. Et donc je retiens de l'exemple finlandais la première proposition suivante, c'est que le soutien individualisé et personnalisé des élèves doit se faire dans la classe. Et ce soutien individualisé, il sera forcément gratuit puisqu'il prend place dans l'école gratuite de la République. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur la scandaleuse suppression des réseaux d'aide. Il faudra donc rétablir les réseaux d'aide, mais les repenser pour que ces réseaux d'aide interviennent dans les classes pour l'ensemble des élèves et non pas à l'extérieur des classes, parce qu'on le sait bien, certains élèves aussi qui sont un peu stigmatisés, il y avait les élèves RAZED. Merci de le dire. Donc, quand on redit, je crois, un certain nombre de choses comme le rétablissement des réseaux d'aide, il faut aussi avoir le courage de dire qu'ils ne fonctionnaient pas non plus totalement comme il aurait fallu, mais en tout cas le rétablissement de l'ensemble des moyens, et même sans doute davantage, pour le soutien individualisé, ce qu'on appelle aussi la remédiation, et pour faire ce soutien, comme c'est le cas donc en Finlande, dans la classe, au bon moment, au moment où les élèves décrochent, au moment où ils peinent, et c'est pas forcément, et comme le disait tout à l'heure notre amie des désobéisseurs, Véronique Decker, certains directeurs d'école qui ont refusé de donner la liste des élèves en échec parce que les élèves peuvent peiner dans certaines matières, se trouver à l'aise dans d'autres. Et donc, je le répète, ce premier pilier de la transformation de notre école, c'est d'organiser le soutien individuel, personnalisé et gratuit dans les classes. Le deuxième pilier, le deuxième grand chantier de cette transformation de l'école, c'est bien évidemment la formation des enseignants. Je crois que vous l'avez tous dit, il y a là un chantier majeur qui devra se traduire par la définition véritable d'un nouveau contrat entre la nation et ses enseignants. Et cela permettra aussi de replacer les enseignants au cœur de la hiérarchie des valeurs dans une société. Et le troisième pilier de la transformation de l'école, la troisième mutation, troisième réforme, je pense, fondamentale, et qui est d'ailleurs liée aux deux premières, si l'on veut faire du soutien scolaire individualisé dans les classes, et si l'on veut faire de la formation des maîtres un grand chantier national qui refonde le contrat de la nation avec son école, c'est d'accepter qu'il y ait un deuxième adulte dans les classes. C'est un tabou aujourd'hui dans l'école que ce deuxième adulte. Je me souviens, parce que j'étais mise dans l'enseignement scolaire lorsque nous avons créé les aides éducateurs, je me souviens de la résistance au départ. Certains enseignants avaient pris cette arrivée des aides éducateurs dans les classes comme une mise en cause de leurs compétences. Mais pas du tout. Et petit à petit, ils se sont rendus compte à quel point un deuxième adulte dans les classes pouvait apporter quelque chose d'extrêmement positif et de permettre des progrès considérables. Pourquoi? D'abord, ce deuxième adulte, il pourra être soit un enseignant stagiaire, puisque tous les stages ont été supprimés, et comme ça a été dit tout à l'heure, il faudra rétablir l'année de stage rémunérée pour l'ensemble des enseignants. Ils seront donc dans les classes, ce sera le deuxième adulte dans les classes qui vient épauler et apporter ce soutien individualisé aux élèves en difficulté, ou qui ont une difficulté de compréhension passagère au cours du cours. Ou alors ce sera des aides éducateurs dont la suppression, je dois quand même le dire ici, a été une catastrophe
et en particulier dans les écoles où il y a le plus d'élèves en difficulté, la suppression des aides éducateurs. Combien était-il? 50 000, 60 000, 50 000 aides éducateurs, il y a 50 000 jeunes adultes qui ont disparu de l'école tout simplement parce qu'il fallait faire des économies budgétaires. Eh bien, nous rétablirons ce métier en le repensant, bien évidemment. Vous savez, dans son magnifique livre « La crise de l'éducation », la grande philosophe Hannah Arendt écrivait ceci: « Notre espoir réside toujours dans l'élément de nouveauté que chaque génération apporte avec elle. Être jeune, en effet, c'est par définition être nouveau dans un monde déjà ancien. Et donc, éduquer, c'est non seulement transmettre le savoir, mais c'est aussi apprendre à penser et à penser par soi-même pour un jour avoir le droit de définir et d'influencer sur le monde dans lequel on a envie de vivre. C'est en ce sens qu'une bonne éducation est toujours aussi une éducation émancipatrice et une éducation à la citoyenneté. Et donc, comme Alice le disait très justement tout à l'heure, réussir, c'est comprendre le sens de l'école. Et c'est vrai que si chaque élève pouvait comprendre le sens de l'école et le sens de l'effort scolaire qu'on lui demande, force est de constater que cet effort serait démultiplié et que le cheminement vers la réussite scolaire serait amélioré. Alors il faudra redéfinir le sens de l'école, ça a été fait, je reprends ce qui a été dit, mais c'est tellement vrai. Le premier objectif de l'école, c'est la transmission, non seulement du savoir, mais aussi du savoir-faire et du savoir-être. Et Jaurès disait déjà, l'éducation de tous pour la liberté républicaine, vous connaissez cette jolie phrase, l'éducation de tous pour la liberté républicaine doit être soutenue par l'éducation de tous par l'école. Et là-dedans, même s'il ne le disait pas avec ces mots, en effet, il y avait ces trois objectifs, le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. La deuxième mission, c'est la réussite scolaire. Et c'est vrai, presque un jeune sur 5 aujourd'hui quitte l'école sans qualification. Est-ce que c'est tolérable dans la 5e puissance économique du monde? Est-ce que c'est à notre portée de faire en sorte que tous les élèves puissent sortir avec un diplôme, une reconnaissance de ce qu'ils ont appris à l'école? Non, cette situation est inacceptable. Et la lutte contre l'échec scolaire est bien évidemment la priorité de toute politique scolaire. La troisième grande mission, c'est la justice, c'est l'égalité. C'est que l'école doit redevenir le grand ascenseur social sans lequel la démocratie ne demeure qu'un mot. Le projet d'une école qui corrige les désavantages liés à la naissance, qui ne se résigne pas à considérer les citoyens comme de simples consommateurs, qui remettent l'apprentissage, la culture et la connaissance au centre de son projet en lieu et place de l'obsession permanente des classements et de la concurrence. Et j'ai bien aimé tout à l'heure, en effet, la redéfinition bien claire entre l'opposition entre des écoles qui avancent ou qui font avancer les élèves uniquement mus par la compétition et par la concurrence, et ceux qui, au contraire, considèrent les élèves dans leur entité globale humaine et qui visent avant tout à faire en sorte que chaque élève, en se sentant heureux d'apprendre à l'école, puisse nouer les fils et comprendre les objectifs de la réussite scolaire. Alors, pour porter une telle ambition, ce sont tous les acteurs du système scolaire, si bien représentés d'ailleurs aujourd'hui, qui doivent être mobilisés. À commencer bien sûr par les enseignants, les parents d'élèves, les familles, les élèves eux-mêmes, mais aussi tous ceux qui gravitent autour de l'école. Et comment ne pas ici déplorer la suppression des contrats éducatifs locaux que j'avais mis en place. Permettez-moi de citer une des réformes les plus importantes, qui n'avait pas été facile, parce que j'avais compris que ce qui se passait en dehors du temps scolaire était aussi source d'injustice insupportable entre les élèves qui sont scotchés devant la télévision et les autres.
ont accès à la culture, au sport, à la vie en société en dehors de l'école. Et les collectivités locales, les mairies s'étaient engagées avec enthousiasme dans cette dynamique des contrats éducatifs locaux qui permettaient à l'école et aux élus de terrain et aux associations d'éducation populaire de penser ensemble le temps extrascolaire pour que les élèves puissent, dans le temps extrascolaire, trouver aussi des sources d'épanouissement complémentaires à l'école. Alors je voudrais aujourd'hui, parce que nous sommes dans un contexte politique particulier, et Jack a fort bien décrit le processus de démolition que subit aujourd'hui l'école, je voudrais aujourd'hui, au nom de tous ceux qui sont ici rassemblés, mais bien aussi au-delà de cette salle, adresser aux enseignants une parole de reconnaissance. Je connais les difficultés auxquelles vous faites face. Sans cesse, aujourd'hui, vous êtes dévalorisés dans le discours public, déshumanisés et ramenés jour après jour, budget après budget, depuis que la droite est au pouvoir, ramenés à une variable d'ajustement budgétaire. Vous êtes chargés par la société de réparer les inégalités sociales et les fragilités familiales, alors que les inégalités sociales se jouent dans bien d'autres chantiers, et en particulier dans l'absence de politique fiscale juste, dans l'absence de politique économique juste, dans l'absence d'une juste répartition des richesses et des salaires. Tant de richesses d'un côté, tant de pauvreté de l'autre, tant de précarisation, tant d'inégalités salariales, tant de bas salaires. Forcément, ça impacte sur l'école et ça impacte sur la réussite des élèves, car comment un élève peut-il comprendre le sens de l'effort qu'on lui demande si les grands frères et les grandes sœurs sont au chômage, si les parents sont au chômage, après avoir travaillé dur, ou s'ils sont licenciés, dégagés comme des objets parce que les entreprises délocalisent et que l'État reste inerte pour sauver la politique industrielle de la France. Voilà. Les enseignants sont aujourd'hui dépourvus de tout soutien politique et moral réel. Vous êtes ceux qui tenaient quand ailleurs tout semble s'écrouler, alors que c'est aujourd'hui devenu un réflexe de faire de vous les boucs émissaires des échecs de notre société. Eh bien moi, avec vous, ici, je veux parler de tous les enfants que vous avez formés, de tous les jeunes que vous avez accompagnés et bien accompagnés vers l'âge adulte. À vous, serviteurs de l'école publique et laïque, la France ne dira jamais assez merci et rarement autant qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous subissez, vous n'aurez mérité le beau nom de hussard de la République. Il avait tort, et on doit le redire ici, il avait tort, celui qui dans son discours de Latran affirmait dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé. Même s'il est important qu'il s'en approche, car il lui manquera toujours le charisme d'un engagement porté par l'espérance. Eh bien moi je veux dire et redire ici que dans les écoles, les collèges, les lycées, les véritables exemples de l'engagement porté par l'espérance, aujourd'hui, ce sont les enseignants. Élèves et aux jeunes, et leur tenir aussi un discours d'espérance, pas un discours de commisération ou d'assistanat. Non, je veux leur dire qu'ils ne doivent pas se détourner de l'école,
qu'ils doivent respecter l'école, que ce qu'ils y apprennent, personne ne pourra le leur reprendre. Et donc aujourd'hui, le principal patrimoine que la République doit donner aux jeunes, c'est ce qu'ils apprennent à l'école. Et donc ils doivent respecter l'école, respecter leurs enseignants, respecter les adultes qui y travaillent et s'écarter de toutes les formes de brutalité et de violence. L'école, c'est votre patrimoine, je le dis aux élèves et aux jeunes, et vous devez vous y épanouir, mais y accomplir aussi les efforts que l'on attend de vous. On pourrait, mais je ne veux pas être trop long, bien sûr, reprendre une série de propositions très opérationnelles, et bien sûr, Jacques a raison, c'est dès maintenant qu'il faut préparer un plan d'urgence pour la rentrée 2012. Mais je crois que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire la prise en compte de l'épanouissement global, personnel de chaque enfant, suppose que l'on ait une école à la mesure de l'enfant, suppose que l'on diminue le nombre d'élèves par classe et par établissement, en commençant par les zones sensibles. Je me souviens de l'action de division des grands collèges par 2, parce qu'on sait qu'au-delà de 600 élèves, un collège est difficilement gérable pour les élèves qui ont du mal à s'y retrouver. Oui, il faudra mettre des limites des collèges à 600 élèves et pas plus, et des classes à 17 enfants par classe, parce que si l'on veut, et tout se tient, donner du soutien individualisé dans les classes, alors il faut que l'effectif par classe soit à taille humaine, à dimension humaine, pour que l'enseignant puisse donner le meilleur résultat. Il faut aussi bien évidemment des rythmes scolaires qui respectent les rythmes de l'enfant, et sans en dire plus, je dirais que le bilan de la semaine de 4 jours est proprement catastrophique, et que bien évidemment, il faudra le continuer. Enfin, pour lutter contre les inégalités et prévenir l'échec, on le sait, ça a été dit tout à l'heure, c'est la personnalisation de l'enseignement. C'est aussi l'un des enjeux, je le répète, de la réduction du nombre d'élèves par classe, et notamment dans les classes charnières, que sont le cours préparatoire, le CE1, mais aussi la classe de 6e, qui sont les 3 endroits par lesquels, si nous ne pouvons pas tout faire lors de la première rentrée, c'est par là qu'il faudra commencer, parce que ce sont les classes clés dans lesquelles les élèves sont censés acquérir les fondamentaux. Mais quand même, un mot sur l'école maternelle. Un mot sur l'école maternelle. Parce que je me souviens là aussi de mon expérience de ministre de l'enseignement scolaire dans le cadre du gouvernement de Lionel Jospin. Et lorsque l'on parle aujourd'hui de l'obligation scolaire dès l'âge de 3 ans, mais nous l'avions fait, l'obligation scolaire dès l'âge de 3 ans, c'est-à-dire que tous les enfants qui avaient 3 ans, il y avait une obligation pour l'école d'accueillir cet enfant, et je trouve scandaleux que ce droit d'être scolarisé à l'âge de 3 ans ait été remis en cause. Et nous avions créé dans les zones d'éducation prioritaire, et ça c'était vraiment un joyau des zones d'éducation prioritaire, la possibilité pour les enfants d'être accueillis avant l'âge de 3 ans. Pourquoi? Parce que dans les familles où les mamans ne maîtrisent pas, ne parlent pas la langue française, on voyait les enfants déjà peignés dès l'âge de 3 ans, dès l'âge de 4 ans. Et donc, les expériences dans les zones d'éducation prioritaire, qui étaient des expériences merveilleuses. Moi, je m'en souviens, où les mamans non francophones étaient accueillies dans le fond des classes pour voir leurs enfants, même avant l'âge de 3 ans, commencer l'apprentissage de la langue française. Et c'est cette articulation avec les familles qui avait permis, dans cette préscolarisation, dans cette scolarisation dès l'âge de 2 ans, de permettre à des enfants de rentrer ensuite de plein pied dès le CP dans l'apprentissage de la lecture, parce qu'un enfant qui maîtrise bien la langue orale à l'école maternelle est un enfant qui va réussir à lire, à écrire et à compter dès le CP, et qui va être sur la trajectoire de la réussite scolaire. Alors moi je voudrais une fois de plus dire à quel point j'ai été choquée, écœurée même, d'entendre ce
souvenez-vous, un ministre de l'Éducation nationale de droite supprimait la scolarisation en zone d'éducation prioritaire en disant qu'il n'y avait aucune raison que la République paye des enseignants pour changer les couches des enfants. Eh bien, nous rétablirons la dignité de l'école maternelle, la force de l'école maternelle, la légitimité de l'école maternelle, parce que c'est là. C'est dit dans le rapport de l'OCDE que, n'est-ce pas, monsieur, c'est dit dans votre rapport, que j'ai lu attentivement, et j'étais très heureuse de voir que vous soulignez en France que le recul de l'école maternelle a été aussi une des raisons du recul de la réussite scolaire, et que c'est dès l'école maternelle que se repèrent les inégalités sociales les plus criantes, les inégalités familiales les plus criantes, les enfants qui souffrent de malnutrition, qui souffrent de problèmes de santé, qui souffrent de problèmes dentaires. Et donc c'est là aussi où on peut redonner les conditions d'une bonne santé, d'une bonne alimentation, d'une bonne relation avec les parents, pour que les enfants tout petits commencent à comprendre le sens de l'école et puissent se dire que la société dans laquelle leurs parents sont peut-être en grande difficulté, eh bien pour eux, il en sera différemment. Et c'est ça la promesse républicaine que je vous engage à donner à tenir. Répéter que l'éducation nationale n'est pas réformable. Rien n'est plus faux. Ce sont les réformes forcées et dogmatiques qui échouent, ou les réformes qui ballottent. Je reprends cette expression de Pascal Buffon, le proviseur, de tout à l'heure, et je voudrais souligner le rôle extraordinaire des proviseurs. Le travail qu'ils font, ces chefs de la communauté éducative. Et je puis vous le dire, parce que d'un proviseur à l'autre, je le vois, il y a des proviseurs qui font tout d'un coup de leur collège, dans leur lycée, des principaux ou des proviseurs qui font dans leur collège ou dans leur lycée des communautés éducatives où les élèves sont heureux d'aller, où les familles sont écoutées, où les équipes pédagogiques sont motivées et sont soudées. Et il suffit parfois du changement d'un principal ou d'un proviseur pour que tout s'écroule. C'est dire à quel point votre rôle est crucial, parce que quand vous savez construire autour de vous des équipes pédagogiques solidaires, quand vous savez nouer une relation positive avec les familles, et dans trop d'établissements scolaires, encore les familles sont considérées comme un peu les aiguilles de l'école, on les laisse à la porte des écoles, alors qu'elles doivent être intégrées comme des véritables partenaires de l'éducation de leurs enfants. Lorsque dans les collèges et les lycées, vous donnez aussi liberté de parole aux élèves, en les considérant comme des futurs adultes et non pas comme des élèves qui doivent simplement obéir ou souffrir, ça change tout. Permettez-moi ici devant vous de rendre vraiment hommage au travail que font les chefs d'établissement, parce que sans eux, sans ce travail et sans la formation aussi auquel il faudra leur donner accès et renforcer, je crois qu'il y a là aussi une des clés de la réussite, de la transformation de l'école. Nous avons beaucoup de travail devant nous, mais énormément aussi de motivation et d'idées précises sur ce qu'il convient de faire. Et en plus, une communauté éducative variée, diverse, avec tous ses métiers, tous ses talents, toutes ses compétences, mobilisée autour d'un seul objectif, faire réussir les élèves dans l'école de la République. Avec une telle volonté, je puis vous dire ici que nous nous mettrons totalement au service de l'avenir de nos enfants, des jeunes et des élèves dans le système scolaire, et qu'ensemble, nous relèverons le défi de la transformation de l'école, qui est aussi le défi de ce siècle.